Agnès Van Zanten, bonjour. Vous êtes sociologue au CNRS et à Sciences Po. Vous avez coécrit Les marchés scolaires, sociologie d'une politique publique d'éducation au PUF. Alors, si on se reporte à une définition plutôt des économistes, est-ce que c'est un marché? Mais c'est un échange régulé par les prix. Donc, cette définition étroite n'est pas celle des sociologues et en fait, nous fondons plutôt sur une définition dans ce livre autour d'un marché. C'est une relation d'échange articulée autour de la concurrence. Alors, que faut-il pour qu'il y ait la concurrence? Eh bien, il faut qu'il y ait une diversité de l'offre, réelle ou perçue comme telle, par les consommateurs, et il faut que les consommateurs aient la liberté de choisir et il faut qu'ils voient qu'il y a des différences dans l'offre qui les amènent à choisir. Donc, dans beaucoup de pays, on a constitué des services publics d'éducation, en constituant une sorte de monopole éducatif qui limite effectivement ces logiques. Ça n'a pas été le cas partout. Dans un certain nombre de pays, on a toujours pu choisir son école, même si l'État garantit la qualité du service d'éducation, et on a permis à un enseignement privé de subsister. Mais nous faisons état dans ce livre des transformations récentes qui ont emmené les marchés éducatifs à se développer dans beaucoup de pays. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Pour le résumer brièvement, on a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, notamment à partir des années 60, à la fois une très importante massification de l'enseignement. Et donc, après une vague de massification, il y a eu une impression forte de la part de certaines catégories sociales que l'école n'avait pas réussi à faire avancer tous les enfants, que ce n'était pas une véritable démocratisation. Et d'autre part aussi le sentiment qu'il y avait un envahissement par le bas, et ça conduit les catégories à lutter contre la menace que représentait pour elles cette évolution, en choisissant des établissements donc pour éviter certains types de contextes plus hétérogènes où leurs enfants seraient mélangés avec d'autres. Et les établissements eux-mêmes, tenant compte de cette situation, ont eux-mêmes déployé des stratégies pour, dans la mesure du possible, retenir leurs meilleurs élèves, attirer des nouvelles catégories, des bons élèves et limiter la présence des publics en difficulté. Ça, c'est un premier élément qui est très important. Un deuxième élément qui n'est pas négligeable, c'est le poids que fait peser en France l'enseignement privé. L'enseignement privé était au départ, comme je le disais tout à l'heure, un enseignement qui était choisi pour des raisons religieuses, politiques, pour des questions liées à des valeurs. Aujourd'hui, l'enseignement privé a profité de la loi Debré de 1959 pour, dans les années 60, connaître une grande expansion et surtout démultiplier ses fonctions. Il se propose aujourd'hui comme un service très divers qui propose soit une prise en charge disciplinaire pour les élèves qui ont des problèmes de comportement, une prise en charge éducative pour aider les élèves en difficulté, une très grande sélectivité scolaire avec des grands établissements d'excellence ou une sélectivité sociale avec des établissements où il y a un très fort entre-soi. Et donc, l'enseignement privé a fait peser un poids très lourd sur l'enseignement public. D'une part, les parents sont allés vers l'enseignement privé. Ce n'est plus, même s'il y a encore une fraction, bien sûr, des familles croyantes catholiques qui fréquentent l'enseignement privé catholique pour ces raisons-là, mais quand même, la fréquentation du privé est aujourd'hui beaucoup plus liée à des enjeux de qualité. Ça a beaucoup nuit à l'enseignement public parce qu'on a l'impression que la diversité du côté du privé et que le public est, comme disent les parents souvent que j'ai interviewés dans un ouvrage précédent, Choisir son école, c'est un moule. Et donc, dès que l'enfant n'entre pas dans ce moule, on a le recours du privé. Ayant ces recours, les établissements publics, dès lors, ont déployé des stratégies pour retenir les élèves à l'intérieur de l'enseignement public. Et ça a été fait avec une assez grande tolérance des autorités éducatives locales qui se sont dit qu'il vaut mieux garder les élèves à l'intérieur de l'enseignement public, quitte à qu'il y ait une différenciation plus grande entre établissements et parfois entre les classes d'un même établissement, parce qu'une des stratégies privilégiées est de créer des classes de niveau, des classes à option dans les établissements, mais qu'ils n'aillent pas vers l'enseignement privé. Donc voilà un tout petit peu des mécanismes qui ont très fortement contribué. À cela, il faut rajouter, bien sûr aussi, la très grande angoisse des parents face à
l'idée que c'est très important en France, le niveau initial est très important et plus il y a une contraction du marché de l'emploi, plus il y a des difficultés économiques, plus l'angoisse des familles se répercute sur le fait qu'on n'a jamais donné une éducation assez bonne pour protéger ses enfants du chômage, du déclassement et des difficultés dans le marché de l'emploi. Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est qu'au départ, il y a eu une ouverture très grande du marché. On a instauré ce système de libre choix. Il a été très inégalitaire à ce moment-là, parce que ce sont surtout les catégories supérieures et les catégories moyennes qui se sont emparées de cette nouvelle liberté. Et donc, on a assisté à une concentration plus grande des élèves dans les quartiers populaires. Dans une certaine mesure, parce qu'il faut toujours voir, c'est un des effets aussi intéressants des marchés éducatifs, c'est qu'en général, on voit que dans les systèmes comme la Grande-Bretagne et la France, où en fait il n'y a pas une grande diversité d'établissements, il y a une relative homogénéité institutionnelle de l'offre, ce qui guide les choix des parents, c'est qu'ils voient des différences de qualité. Et ces différentes qualités sont très nettes, ce qui fait que la plupart des parents veulent le même établissement. Donc, quand on veut vers quoi se portent les vœux. Donc, en Grande-Bretagne, on a assisté à un mécanisme où tous les parents voulaient le même établissement avec des grandes frustrations. Ça a emmené les autorités politiques britanniques au niveau local, puisque c'est très décentralisé dans sa gestion, par exemple à Londres, à réinstaurer un critère géographique. Donc, en fait, en France, à Londres, pardon, il y a un libre choix de l'école, mais en même temps, il y a des critères de priorité d'ordre géographique qui, par ailleurs, changent d'année en année et qui amènent parfois des familles à acheter des logements très chers à côté des meilleurs établissements pour s'apercevoir, au moment où leur enfant est en âge d'aller à l'école, que le secteur a changé, que les priorités géographiques ont changé et qu'ils sont n'en sont plus prioritaires. Donc il y a cet aspect-là et surtout les autorités locales, se rendant compte des effets pervers du marché, ont dans certains districts introduit des systèmes, on peut appeler des quotas, même s'ils ne les appellent pas comme ça, en disant il faut un tiers des bons élèves, un tiers d'élèves moyens, un tiers d'élèves faibles dans chaque établissement à peu près, pour ne pas créer des déséquilibres. Donc il y a un choix qui est régulé par le fait qu'on a pris conscience que le libre choix total, d'une part, engendrait beaucoup de frustrations et il faut créer des nouveaux mécanismes à qui on donne la priorité dès lors que la demande est nettement supérieure à l'offre. Étant entendu que l'éducation est un bien particulier, quand on a une forte demande de t-shirts, on va fabriquer plus de t-shirts. Mais si on a une forte demande d'un certain type d'école, on ne peut pas reproduire ce type d'école. Et d'ailleurs, sa valeur est liée à sa rareté. Donc, ce n'est pas un bien que l'on va reproduire, ce n'est pas un bien standardisé que l'on peut reproduire. Et donc, du coup, c'est la réflexion des autorités politiques, notamment au niveau local, concernant les effets pervers du marché qui ont fait que le marché tel qu'il fonctionne aujourd'hui, en tout cas dans certaines zones urbaines qui ont été étudiées par les chercheurs, et nous avons pu prendre en compte les résultats, peuvent s'avérer plus égalitaires que dès lors que l'on a soit une carte scolaire qui est appliquée de façon très stricte, mais qui porte sur un territoire urbain extrêmement ségrégué. Parce que là, c'est ce que certains parents populaires que j'ai pu interroger dans mes enquêtes précédentes, appellent la double peine. C'est-à-dire, je suis déjà dans un quartier très défavorisé et en plus, il faut que j'envoie mon gosse à une école très défavorisée. Et c'est d'ailleurs une tension avec les maires des grandes villes parfois qui souhaitent même qu'on développe le choix pour que justement les familles puissent avoir accès à d'autres types d'établissements. Ou alors, c'est aussi plus égalitaire à Londres qu'en France, quand on tolère beaucoup de dérogations, qu'on ferme les yeux par rapport à des stratégies des familles qui peuvent être des fausses adresses, qui peuvent être dans le cas français, des dialogues avec les chefs d'établissement qui ont une certaine tolérance, parce qu'il n'y a pas de transparence, c'est parce qu'on ne se penche pas là-dessus, on n'analyse pas ces effets. C'est ce qui distingue un peu le marché officieux français du marché britannique et du marché américain, c'est qu'on ne veut pas le voir. Et comme on ne veut pas le voir, on ne contrôle pas son fonctionnement.
Je pense qu'il faut afficher très clairement au niveau national, à la fois sans hypocrisie, de dire qu'effectivement il y a un contexte dans lequel il y a un certain nombre des parents qui choisissent, qu'ils ont été poussés à faire cela, à la fois par l'évolution du système éducatif et par les politiques d'assouplissement depuis le début des années 80. Et par la présence d'un enseignement privé qui donne cette marge de choix, mais en disant que les choix, quand ils ne sont pas régulés, produisent un certain nombre d'effets pervers et que donc il est normal que l'autorité publique se soucie de contrôler ces choix et d'appliquer différents types de mécanismes. Alors, quel type de mécanismes faut-il appliquer ? Il n'y a pas de solution miracle, il faut juste imaginer quel est le meilleur mode de régulation pour une situation donnée. Alors, ça peut être, comme je disais, ce système des quotas. Alors, je sais qu'en France, on n'aime pas le terme des quotas comme le terme des marchés, mais il y a beaucoup de quotas en France. C'est un des pays où il y a le plus de quotas, mais il ne faut juste pas utiliser les termes. Donc, peut-être si on n'utilise pas le terme, tout ira bien. Ou alors, on peut inciter, non pas les chefs d'établissement individuellement, parce que ça, c'est plus compliqué, mais à l'échelle d'un district ou d'un bassin, dire vous avez la responsabilité qu'il n'y ait pas de déséquilibre à l'intérieur de ces bassins, de ces districts. Aucun établissement ne peut devenir un ghetto, c'est-à-dire ne pas avoir plus de tel type d'élèves, etc. Donc ça peut être une régulation, non pas a priori, mais une régulation au moment où s'expriment les vœux des familles. On peut aussi mettre en place des observatoires pour voir ce qui se passe et réguler d'année en année pour justement limiter les déséquilibres. En tout cas, pour moi, ce qui est très clair, c'est que c'est un message très fort vis-à-vis des autorités locales. Parce que le problème de la carte scolaire, c'est qu'il faut à la fois que ce soit une politique nationale, c'est-à-dire qu'on ait un discours cohérent là-dessus, mais en même temps, ça va se décliner de façon extrêmement différente selon le contexte local. Parce qu'il y a des endroits en France où ça ne se pose pas du tout. Il y a un seul collège, dont 99% des enfants vont à ce collège, parce que le coût d'aller à un autre collège, en argent, en temps, est très très grand. Donc il y a beaucoup d'endroits en France où le problème ne se pose pas. Il y a des endroits où ça se pose de façon cruciale. Dans quelques grandes villes notamment, il y a des gros problèmes autour de la carte scolaire. Donc c'est une politique locale. Donc il faut donner à la fois une autorité politique aux acteurs locaux, et je pense aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, donc aux différents acteurs qui ont en charge les politiques locales, et leur dire le choix des dérogations, ce n'est pas un acte bureaucratique, c'est un acte politique. Et il faut en être conscient que ça a des implications très fortes sur différents plans, pédagogiques mais aussi sociales, parce que produit l'entre-soi. Et d'autre part, leur donner les compétences, l'aide, le soutien pour le faire. Comment mettre en place un observatoire, par exemple, ça ne s'improvise pas. Comment faire des analyses des flux qui tiennent compte, etc. Donc tout cela est important pour qu'il y ait une régulation au plan local. Idéalement, oui. C'est évident qu'aujourd'hui, on s'est aperçu que dans la loi Debré, on avait surtout essayé de contrôler sur le plan idéologique ce qui se passait dans le privé, avec les mêmes programmes d'enseignement, puis avec un personnel formé de façon très proche et aujourd'hui quasiment identique à ceux de l'éducation nationale, mais qu'on ne s'était pas du tout préoccupé de ces questions de carte scolaire. Or, vu les changements des fonctions de rôle de l'enseignement privé, il paraîtrait tout à fait logique de le faire. Alors, l'enseignement privé est très réticent à cela, notamment les chefs d'établissement privés. Ce n'est pas toujours le cas des responsables à un niveau intermédiaire qui sont soucieux de voir le rôle ségrégatif que joue aujourd'hui l'enseignement privé. Donc, on peut peut-être emmener un dialogue dans certaines zones particulièrement difficiles, d'intégrer dans le dialogue l'enseignement privé pour éviter qu'il joue effectivement ce rôle de recours et d'entre-soi. On le voit par exemple dans la ville de Paris, où il y a effectivement, d'année en année, on constate que le privé devient encore plus sélectif socialement et joue effectivement ce rôle-là.